Fin juillet 1920. Alors que la ville de Strasbourg étouffe sous la chaleur estivale, la mairie organise une soirée de gala dont le but est de récolter un peu d'argent pour les orphelins de la guerre. La foule s'amasse de plus en plus sous les colonnes de pierre de la mairie, et c'est dans cette file d'attente que nous apercevons un homme en costume ainsi qu'une jeune femme vêtue d'une robe pour l'occasion. Jules Kriman et Elisabeth Frey, vous avez été invités par l'adjoint du maire Ferdinand, qui tenait absolument à vous remercier pour votre enquête sur la possible tromperie de sa femme. Après de nombreuses filatures, vous étiez d'ailleurs venu à la conclusion que non, sa femme ne le trompait pas. Après quelques modalités et remerciements avec Ferdinand, vous êtes livré à vous-même dans cette soirée. Vous pouvez voir que plusieurs personnes participent à la loterie pour la cagnotte des orphelins. Vous rencontrez aussi quelques personnalités de Strasbourg, dont le maire qui vous félicite pour votre travail acharné avant d'aller faire son discours. Le repas et l'alcool qu'on vous sert sont excellents. La soirée est remplie de joie, de rire. La guerre est loin derrière vous. Mais la chaleur étouffante de la soirée vous oblige à sortir un petit moment, verre à la main, sur le balcon donnant sur la place Broglie. C'est là que vous pouvez observer un ciel noir rempli d'étoiles, avec une lune quasiment pleine. Vous ne sauriez pas dire depuis combien de temps le soleil s'est couché. Des rires et des échos de voix vous font parfois vous retourner vers la pièce centrale de la mairie. La soirée n'est pas près de se terminer de sitôt. Comme vous, plusieurs personnes sortent sur les balcons pour observer le ciel étoilé et la magnifique vue qui s'offre devant vous. Puis un homme, dans la cinquantaine, cheveux courts avec une raie du côté droit impeccablement soignée, il s'installe à côté de vous. Un peu empâté, le visage joufflu tirant sur le rose, il s'accoude au balcon avant de sortir un cigare d'une de ses poches. Et de façon très discrète, il fait un petit geste de la main. C'est alors qu'on ferme les fenêtres du balcon derrière vous, vous laissant seul avec lui. Excusez-moi, Charles Bonjean. Enchanté, Jules Kriman. Oh, quelle chaleur en ce moment. Enfin bref, j'ai beaucoup entendu parler de votre cabinet en bien. Et à ce qui paraît, vous résolveriez même les affaires avant la police ? Mais pas mauvais. Vous auriez des méthodes particulières ? On enquête, on fait correctement notre travail, et puis en général, ça nous amène au bout de l'affaire. Et des affaires, vous en auriez eu beaucoup ? Des compliquées, je veux dire ? Un certain nombre, oui. Je vois. Je vais pas y aller par quatre chemins, monsieur. Je suis venu pour vous demander votre aide. Enfin, pour vous embaucher. Je sais pas si vous me connaissez, mais je suis le gérant des travaux qu'il y a en ce moment sur la Grande Percée. Le travaux de rénovation de la ville. Et j'ai des soucis. J'ai besoin de votre aide. Oui, mais... on va en dire un peu plus. Je ne peux pas en parler ici. Vous comprenez, c'est confidentiel et on ne sait pas dans quelles oreilles ça pourrait tomber. Attendez. Je dois sortir mon agenda. Où est-ce que je l'ai mis Est-ce que le 6 septembre à 10h, ça vous irait ? Elisabeth ? Pas de souci pour moi, ça irait. Ça me semble correct aussi. Et vous pourriez mettre combien d'agents sur cette affaire ? Ça va dépendre de la difficulté de l'affaire, nombre d'agents dont il y aura besoin. J'ai besoin qu'elle soit réglée le plus vite possible. Disons qu'on peut mettre 4 agents. 4 agents, ça me semble bien. Ouais. Très bien. Écoutez, vous trouverez mon assistant dans la mairie. Il s'appelle Philippe Blatt. Son bureau est à côté des machines à écrire. Vous n'aurez aucun mal à le trouver. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Monsieur, madame. Bon. Il va falloir rappeler peut-être du renfort. C'est bien étrange comme conversation. Hâte de savoir ce qu'il aura à nous demander. Oui, il avait l'air de dire que ça serait compliqué. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir, mais bon. On verra bien, de toute façon. Cette semaine, ça va nous laisser le temps d'appeler un petit peu du monde, et puis on n'est pas surbooké en ce moment, donc ça fera pas de mal, une petite affaire. Maintenant que les fenêtres du balcon sont de nouveau ouvertes, quelques personnes reviennent admirer la vue. La soirée durera jusqu'à 3h du matin, et le gala aura été un succès. Vous avez serré bon nombre de mains, discuté de sujets improbables, jusqu'à finalement rentrer chez vous, sans reparler à Charles Bonjean. Vous l'avez entreaperçu entre deux discussions, accompagné du maire ou autre personnalité, mais sans jamais pouvoir lui adresser la parole. Et puis, un nouveau jour se lève sur Strasbourg. La vie reprend ses habitudes, les lumières dans les maisons s'allument, les rues commencent à grouiller de monde, le bruit des travaux inonde la ville d'un brouhaha incessant, à tel point que le son des sonnettes de certaines boutiques peine à se faire entendre. D'ailleurs, une en particulier capte notre attention. C'est celle de Jules. Tu viens de rentrer dans ton agence de détective privé. Tu rentres tranquillement et tu t'installes. On te voit sortir un carnet avec plusieurs noms dessus, tous des agents que tu emploies dans le cabinet. Tu feuillettes un petit moment, à la recherche de dates qui correspondent, et on te voit écrire sur un bout de papier 4 profils. Elisabeth Frey, Georges Bernard,
Martha Koch et Reynald Schwerzer. Prépare pour chacun une lettre destinée à leur partager cette affaire qui vous attend. Après quoi, on te voit sortir plusieurs classeurs, feuilles de papier, tous destinés à de la paperasse administrative dont tu dois t'acquitter. Pendant ce temps, un autre bruit de sonnette retentit dans Strasbourg. Sur la devanture, il est écrit « Cabinet médical du docteur Elisabeth Frey ». La pancarte sur la porte vient à l'instant de se retourner, et maintenant, on peut lire dessus « Ouvert ». Elisabeth, tu t'installes dans ton cabinet, ouvrant les volets, dépoussiérant légèrement les étagères remplies de livres en tout genre, autant de médecine que de romans policiers destinés à la salle d'attente. Et le début de la matinée est assez calme et reposant. Seul le bruit des travaux de la grande percée, qui a lieu quelques rues plus bas, vient perturber ta tranquillité et résonne dans tout le cabinet. Mais approximativement à 11h30, tu entends de gros à-coups rapides à ta porte. Je me lève d'un bond et je me précipite vers la porte pour ouvrir. Tu ouvres la porte et devant toi 2 hommes, portant chacun sur leurs épaules les bras d'un troisième. Mais celui-ci a le visage très pâle et la jambe en sang. Il s'est blessé sur le chantier, vous pouvez nous aider ? Je vais regarder. Allez-y, posez-le là. Ils entrent et le posent rapidement sur ta table d'auscultation. Tu regroupes le matériel nécessaire très rapidement et tu commences ton examen. Très vite, tu te rends compte que sa jambe est en mauvais état. Il y a une profonde plaie sur sa cuisse et plusieurs morceaux de métal à l'intérieur. Heureusement, le muscle n'a été que peu endommagé. Tu comprends très vite que c'est eux qui ont essayé de retirer ce qui était rentré dans sa jambe. Tu sais que toi, tu n'as pas les outils nécessaires maintenant pour une telle intervention, et qu'il faut l'envoyer d'urgence à l'hôpital avant qu'il ne fasse une hémorragie. Mais là, c'est vraiment très grave. Ça va au-delà de mes compétences. Il va falloir vraiment l'amener à l'hôpital le plus proche. Vous avez un véhicule ? Oui, on va se débrouiller. Marc, vas-y, va chercher un véhicule du chantier. L'autre homme qui vous avait aidé à installer le patient sort très rapidement de ton cabinet. Tandis que toi, Elisabeth, tu arrives à lire sur le visage de l'homme qu'il reste autant de peur que de colère. Je lui montre la chaise qui est pas loin et je lui ai dit que mais ça va aller. Asseyez-vous, respirez, votre ami va venir, vous allez pouvoir l'emmener à l'hôpital. Et en même temps que je parle, j'essaye de nettoyer, ne serait-ce que nettoyer la blessure et appuyer sur pour faire point de pression pour éviter que le sang s'échappe trop vite. L'homme se dirige à côté, vers la chaise que tu lui as indiquée. Il s'assoit dessus, fulminant un peu dans ses pensées. Tu le vois la tête qui regarde vers le sol et ses mains dans ses cheveux. Tandis que toi, tu essayes tant bien que mal d'éviter le pire pour ce patient. Tu éponges le sang comme tu peux. Et parfois, tu entends cet homme divaguer, expliquant que ce n'était pas de sa faute, qu'il n'y est pour rien, qu'il se remettra très vite au travail, que ce n'est qu'une petite égratignure. Je pose ma main sur l'homme allongé et je lui dis là, respirez calmement, tout va bien. Vous avez une famille, vous avez peut-être une femme, des enfants. Au moment où il entend le mot « famille », tu vois que son visage il s'adoucit un petit peu. Tu aurais presque l'impression qu'il s'est endormi. Une femme, une fille et bientôt un nouveau-né. C'est pour ça qu'il fait autant d'heures supplémentaires. Même avec 2 salaires, c'est compliqué. Et d'un coup, la porte de ton cabinet s'ouvre très rapidement. Tu reconnais l'homme qui était là avant. C'est bon, j'ai la voiture. Est-ce qu'on peut le prendre ? Je termine de bien fermer le bandage que je suis en train de faire. Et je leur dis mais soyez prudents, il faut surtout pas que que ça s'empire, le brusquez pas trop. Et je regarde, je retiens juste un peu celui qui était avec moi tout le long. Je fais mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident sur le chantier. Et j'essaye de tenir en même temps les jambes pour les aider, tu vois, à leur montrer que je vais faire le chemin avec eux. Attendez, allons l'installer dans la voiture. Ce sera plus pratique de parler après. Là, je pense que ça devrait aller comme vous l'avez dit. Je l'attache et c'est bon. Attendez, bougez pas, je reviens. Marc, pars sans moi, je vais rester avec la docteure pour la remercier. Vraiment, déjà, je tenais énormément à vous remercier. Vous nous avez beaucoup aidés. Sans vous, j'imagine pas ce qui lui serait arrivé. Merci. Je le retiens par la manche et je lui fais mais et vous, tout va bien ? Vous n'avez rien ? Et j'essaye de l'entraîner vers le cabinet avec moi. Ma curiosité l'emporte. Non, mais moi je vais bien, c'est David. Je comprends pas. Ce matin, on avait fait notre travail comme d'habitude et la poutre qu'on avait mis il y a 2-3 jours s'est effondrée et malheureusement David était en dessous. Une tige en métal s'est fichée dans la cuisse. On a eu peur, on a essayé de pousser la poutre et ça s'est arraché avec.
Je comprends pas, les architectes, ils avaient tout vérifié. Enfin, on a du bon matériel. Puis même, là, on parle de David, il a une famille. Puis il va avoir un bébé, c'est vraiment pas le moment. Mais votre architecte, ce serait pas un fameux Charles, Monsieur Bonjean, c'est ça, non? Oui, enfin, non, Monsieur Bonjean, c'est le directeur du chantier. Lui, il gère tous les travaux. Normalement, chaque architecte doit lui rendre des comptes et il doit dire aux architectes ce qu'ils ont à faire. Mais celui où on travaillait, justement, il l'avait vérifié, nos architectes y étaient passés. Puis même, ça faisait 2-3 jours qu'on y travaillait et je comprends pas pourquoi ça s'est effondré maintenant. Y a rien, il a fait beau toute la semaine. Je l'entraîne jusqu'à la chaise pour le rasseoir et je vais me diriger vers la carafe de thé glacé que j'aime le préparer par cette chaleur et je lui en sers un verre et je lui tends en lui disant prenez votre temps. Dites-moi, mais prenez votre temps. Merci. Je comprends pas. David, c'est un bon gars. Normalement, il est assidu à son travail, il fait pas d'erreur, il y a aucune raison. Et l'architecte présent dans votre secteur, si c'est pas Monsieur Bonjean? Il y a eu pas mal de roulements en ce moment à la Grande Percée, mais en ce moment c'est Bobo Edbar, notre architecte, et c'est lui qui avait vérifié, c'est lui qui nous a fourni les plans, le matériel, donc je comprends pas. D'accord. En tout cas, c'est très gentil ce que vous avez fait. Je vais pas plus vous retarder, mais vraiment encore merci. Je garde un peu sa main et je dis mais n'hésitez pas à venir me voir, vous savez, je suis médecin, mais si vous avez besoin de parler aussi, ma porte est ouverte tous les matins. Merci beaucoup. Si jamais on a un souci, j'en parlerai aux gars et je leur dirai de venir vous voir. On n'hésitera pas, merci. Et vous, votre prénom, j'ai pas retenu. Eric. Je m'appelle Eric. D'accord. Bon courage, Eric. Merci. Et passez une bonne journée. Eric part et tu te retrouves toute seule dans ton cabinet. Tu n'auras aucun autre client de la journée. Tu as pu en profiter pour prendre un petit peu du temps pour toi, dans cette belle après-midi ensoleillée. Mais la rencontre de ce matin te reste quand même dans un coin de la tête. Et le soir, avant que tu ailles te coucher, tu regardes une dernière fois ton calendrier, sur lequel tu as coché la date du 6 septembre. Dans 3 jours, tu auras cette réunion avec Charles Bonjean, et tu as encore plus de questions sur ce chantier qu'est la Grande Percée. Le soleil se lève, et on aperçoit quelques rayons traverser la fenêtre d'une chambre à peine rangée. Puis le bruit d'un réveil retentit pendant quelques secondes. Un homme cheveux courts, dans la trentaine, sort de son lit. Il se prépare un petit déjeuner bien copieux. Le bruit des travaux dans Strasbourg commence à résonner dans tout l'appartement, tellement qu'on peine à entendre les coups à la porte. Du coup, je me dirige vers la porte pour aller chercher mon journal. Je vais me poser tranquillement chez moi avec mon café et lire mon journal. En plus de ton journal daté du 4 septembre, tu remarques une lettre. Tu retournes finir ton petit déjeuner, cette fois en lisant les articles, et encore une fois à la une, les travaux concernant la Grande Percée dans la rue du 22 novembre. Quelques lignes sur l'association sportive de Strasbourg qui commence à former une équipe de football, et certains autres faits divers comme l'ouverture de plusieurs restaurants en centre-ville. Puis vient le moment où tu lis cette lettre. C'est un télégramme de ton ami Jules qui t'explique que le cabinet a reçu une nouvelle enquête et qu'il te donne rendez-vous le 6 septembre à 10h pour aller voir un certain Charles Bonjean qui gère en ce moment les travaux de la Grande Percée. Je prends mon petit agenda et je note la date. Tu notes cette date dans ton agenda et tu te prépares pour cette journée qui t'attend. Je dépanne quelques voisins parce qu'ils ont l'habitude de... Enfin, ils me connaissent, voilà. Donc ils ont des fois besoin de mon aide pour réparer une porte, l'eau qui coule mal, ce genre de choses. Puis sinon, je vais un peu au bar, à l'Autruche. J'aime bien aller à l'Autruche. Je retrouve les ouvriers des chantiers, voilà. Une fois le soir tombé, tu es donc à l'Autruche. Et la soirée se passe bien, l'ambiance est très festive. Tu rencontres quelques-unes de tes connaissances avec qui tu n'hésites pas à reprendre des verres. Et en fin de soirée, il ne reste plus grand monde. Tu te dis qu'une fois ce verre devant toi fini, il sera temps de rentrer. Mais sur la terrasse du bar, un groupe d'ouvriers fortement alcoolisés est en train de s'en aller en braillant que les travaux de la Grande Percée sont horribles et qu'il paraît même que les lieux seraient hantés. Ils sont déjà loin quand tu te lèves pour aller payer. Et tu rentres chez toi pour une bonne nuit de sommeil. Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.